Terreur jusque sous nos draps, c'est le titre du dernier livre de l'essayiste et journaliste Noémie Aliwa, publié aux éditions du Plomb. Bonjour Noémie. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous sur Radio J. Sauver l'amour, c'est mon projet de 2024. C'est ce que vous écriviez notamment sur Instagram hier, un projet ambitieux on peut le dire, et vous écrivez dans votre livre: politisation de l'intime, pathologisation du sentiment, diabolisation du masculin, victimisation du féminin. Tout est fait pour en finir avec la liberté d'aimer. L'amour serait donc en danger, Noémie? Oui, tout à fait. Écoutez, je pars d'un constat qui est assez objectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'état des relations entre les hommes et les femmes est assez déplorable. Il y a des chiffres, c'est assez quantifiable. Vous voyez qu'il y a une diminution des rapports entre les hommes et les femmes. Il y a une dissolution du lien amoureux. Il y a également une explosion du célibat qui a doublé en 40 ans. Vous avez véritablement des êtres qui sont de plus en plus éloignés les uns des autres. Et la question, c'était de savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là. Alors évidemment, il y a mille choses qui l'expliquent. L'amour est au cœur de 1000 croisades, comme je l'explique. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte pour expliquer cette dissolution du lien amoureux. Mais moi, je me suis centrée, en tant que journaliste et essayiste, sur les discours idéologiques qui sont portés par certaines néo-féministes. Alors, on va justement en parler. Je voulais quand même vous faire réagir à l'actualité. C'est vrai, puisque vous parlez de relations entre les hommes et les femmes. Récemment, une étude menée par l'IFOP, intitulée La sexe-récession, les Français font-ils moins l'amour, et publiée ce mardi 6 février, faisait état d'un constat. Si en 2006, 87% des Français déclaraient avoir au moins un rapport sexuel ces 12 derniers mois, ils ne sont aujourd'hui plus que 76%, donc une baisse de 10%, un recul sans précédent. Comment ça, vous l'expliquez, vous ? Eh bien, écoutez, c'est tout l'enjeu de ce livre, puisque là aussi, ça fait partie des éléments tangibles et quantifiables qui permettent de montrer qu'il y a une dissolution du lien amoureux. Ce qu'on appelle la récession sexuelle. J'en parle d'ailleurs dans mon livre, parce qu'il y a eu plusieurs études qui sont parues sur le sujet ces dernières années, qui montrent qu'il y a une diminution des rapports intimes entre les hommes et les femmes, une diminution des rapports intimes. Et donc, on voit bien que plus de personnes célibataires aussi. Cette idée que l'amour est en danger. Et de célibat boom, vous parlez aussi. Oui, le célibat boom, donc l'explosion du célibat, récession sexuelle, baisse des relations intimes, et puis d'une certaine façon aussi la baisse de natalité, même si bien sûr il y a beaucoup d'éléments politiques et d'autres éléments qui rentrent en compte, mais il me semble aussi que ça dit quelque chose de cette dissolution du lien. Alors vous racontez, Noémie, d'abord dans cet ouvrage vos racines. Vous commencez par parler de vos origines. Vous avez grandi dans un établissement juif religieux avec des injonctions à s'habiller de manière tsniout, donc de manière modeste, en français, sans rien dévoiler de votre corps. C'est quelque chose, justement, cette éducation juive bigote, on va dire, qui a pesé dans votre construction de femme? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est des choses dont j'ai dû me libérer en grandissant. Alors, c'était le sujet de mon livre précédent, d'ailleurs, Sarcelles, et aux Zaratora, l'école dans laquelle j'ai grandi. Et à chaque fois, j'essaie bien sûr de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a eu du bon dans cette éducation. J'ai été protégée, j'ai été aimée, et je pense qu'on m'a aussi donné un certain nombre de valeurs dont je suis fière aujourd'hui. Mais dans toute cette éducation, il y a eu aussi, si vous voulez, une sorte de méfiance vis-à-vis du désir, une sorte de méfiance vis-à-vis des hommes, une séparation assez stricte entre les sexes, et tout ça, eh bien, en grandissant, en devenant la femme que je suis, une femme, je pense, qui n'est pas religieuse, eh bien, il a fallu me défaire de tout ça. Parce que ça crée une forme de culpabilité. Oui, tout à fait. Il y a une culpabilisation du désir. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, dans les discours qui sont portés par certaines néo-féministes, bien sûr, on parle toujours des radicales, parce que moi, je me considère comme féministe, évidemment, mais ce que j'appelle les staliniennes à jupons, je reprends l'expression d'une poétesse qui s'appelle Annie Lebrun, eh bien, ces femmes-là aussi sont dans la culpabilisation du désir. Et elles ont une voix très puissante depuis MeToo, depuis la libération de la parole des femmes victimes. Il y a aussi une sorte d'esprit totalitaire et de revanche qui prend de plus en plus de place, qui dit parler au nom des femmes, et qui, exactement comme ces discours religieux et puritains, appellent à une séparation des sexes et à une dissolution du lien. Donc c'est intéressant de voir, on pourrait dire que d'une certaine façon, une branche de MeToo extrémiste est aussi religieuse dans son rapport au monde. Oui, vous écrivez, alors que vous aspiriez à vous libérer finalement de cet ordre autoritaire qu'on vous avait imposé quand vous étiez enfant, eh bien vous découvrez un discours moral, je vous cite, tout aussi oppressif dans la société, une culpabilisation de la femme et une misandrie décomplexée. Donc vous faites référence effectivement à ces fameuses staliniennes à jupons, et vous opposez justement à elles les femmes qui aiment l'amour. Mais alors c'est quoi une femme qui aime l'amour ?
Une femme qui aime l'amour, c'est aussi une femme qui aime les hommes. Vous savez, il n'y a rien de plus transgressif pour un certain nombre de féministes que les femmes qui aiment l'amour et qui se retrouvent aussi elles-mêmes souvent condamnées, souvent attaquées. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui est tellement violent vis-à-vis des hommes que même les femmes qui aiment les hommes sont emportées dans ce discours-là. Vous évoquez le mouvement MeToo en 2017 qui donc visait, on le rappelle, à dénoncer les prédateurs sexuels à Hollywood, dans le monde du cinéma. Puis finalement, ça a été décliné un petit peu à toutes les professions. Et vous dites finalement, ce mouvement a été détourné et donc une véritable terreur se serait abattue sans distinction sur les relations entre les hommes et les femmes. Il y a vraiment eu un basculement en fait de ce mouvement selon vous. Oui, tout à fait. C'est extrêmement visible à mon sens dans le débat public, c'est-à-dire que l'amour en tant qu'objet d'étude est aujourd'hui accaparé par des néo-féministes, si vous voulez, qui veulent absolument le politiser, qui veulent séparer les hommes des femmes, qui veulent créer cette méfiance dont on parlait et qui, moi, me rappelle d'ailleurs ce que j'ai pu voir dans les ambiances religieuses. C'est ça qui est presque cocasse pour des femmes qui se disent libres et indépendantes. Alors évidemment, c'est aussi important de lutter contre toutes tout à fait, tous les hommes qui sont misogynes. C'est extrêmement important, bien sûr. Je veux dire, il ne s'agit pas de... Au contraire, il faut encore plus dénoncer les hommes qui sont des porcs, comme on dit, c'est-à-dire les agresseurs sexuels. Et par contre, se dire que la relation entre les sexes ne peut pas se résumer à ça. Et on a tendance aujourd'hui, si vous voulez, à chaque fois qu'on parle de rapport entre l'homme et la femme, à réduire ça à des questions de domination, de pouvoir, de violence, et d'ailleurs sans parler du reste des relations qui existent. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous faites la distinction entre finalement celui qui est un porc, donc pour reprendre l'expression du mouvement MeToo, et simplement celui qui est un goujat. Parmi les vrais porcs dénoncés sur la place publique ou traînés en justice parce qu'ils le méritaient, figurent des boucs émissaires d'un système déchaîné, je vous cite, mis au pilori par le tribunal populaire sans crime avéré. Oui, tout à fait. Écoutez, c'est ce que j'ai appelé le reductio ad personam. Vous savez, il y avait ce procédé rhétorique qui a été créé par le philosophe allemand dans les années 50, Léo Strauss, qui parlait de reductio ad Hitlerum. C'est un procédé rhétorique qui consiste à disqualifier son adversaire en l'associant à Adolf Hitler, c'est-à-dire que ça permet de ne pas argumenter. Aujourd'hui, on associe tous les hommes à des porcs, à des agresseurs sexuels, et ça permet finalement de ne pas voir la singularité des êtres, des parcours également. Et il y a une condamnation des hommes qui est extrêmement vive, qui est violente et qui est destructrice pour les hommes, mais aussi pour les femmes qui aiment les hommes. Oui, d'ailleurs, c'est Caroline de Haas, cofondatrice du mouvement Oser le féminisme, qui disait « Un homme sur 2 ou 3 est un agresseur ». Oui, tout à fait. C'est exactement ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire cette criminalisation du masculin. On lui fait porter le chapeau d'absolument tout ce qui de tout ce qui a lieu dans notre société, de tout ce qui est mal. Et ce que j'ai dit, c'est que la condamnation de l'homme est un crime contre l'humanité. Alors, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le tribunal médiatique. C'est vrai, on va juger des hommes, mais aussi des femmes, avant même qu'ils ne soient jugés ou condamnés. C'est le cas, par exemple, avec l'affaire Depardieu, l'affaire Gérard Depardieu. Quel regard vous portez, justement, vous, sur le complément d'enquête qui lui a été consacré et qui a provoqué une énorme controverse? Écoutez, je sais qu'on va m'interroger sur un peu tous les événements qui ont lieu et toutes ce genre de questions. Parce que c'est lié. Oui, tout à fait, c'est lié, mais moi, je ne suis pas procureur. Je ne connais pas le fond du dossier, donc je ne m'exprimerai pas, et c'est vrai qu'on a tendance un peu à le faire sans connaître véritablement les dessous de chaque affaire, parce que chaque affaire est particulière et singulière. Et justement, moi, ce qui est important pour moi, c'est de ne pas réduire le discours sur le rapport entre les sexes à des affaires de porcherie, si je puis dire, ou en tout cas à des affaires d'agression sexuelle. Bon, je ne vous ferai pas intervenir sur l'affaire Judith Godrèche, j'imagine. Non, même si, alors là, en l'occurrence, je veux dire, il y a quand même la question du consentement qui est au cœur de la relation amoureuse. Est-ce qu'on peut être consentant lorsqu'on a 14 ans, qu'on est fragile? Il y a évidemment la question du consentement libre et éclairé qui est fondamentale pour la relation amoureuse. Or, elle explique, et c'est vrai que là, lorsqu'on est à un jeune âge, le consentement n'est pas toujours possible. Et dans ce cas-là, c'est vrai que c'est difficile. Il y a une forme d'abus quand même. De considérer que... Alors, vous dénoncez aussi dans votre livre, Noémie, le fait qu'aujourd'hui, on utilise des expressions un petit peu à tort et à travers. Pervers narcissique, prédateur sexuel, le fait d'être sous emprise. Ce sont des mots qui sont trop souvent galvaudés, selon vous. Oui, tout à fait. Alors, les pervers narcissiques, selon les psychologues, c'est 2 à 3% de la population. Vous ouvrez un blog féminin aujourd'hui, vous avez des pervers narcissiques en rafale. Alors, la question de l'emprise, c'est peut-être un des chapitres les plus scandaleux de mon livre. Je pense qu'il faut
défendre une forme d'emprise. Je m'explique. Il y a une forme pathologique d'emprise lorsqu'il y a un rapport de pouvoir, de dissymétrie avec l'un des deux dans la relation qui est vulnérable. Mais il y a aussi dans l'emprise l'idée de se perdre, et il y a dans la passion amoureuse aussi de l'emprise. Donc quand on condamne l'emprise, c'est aussi une façon de pathologiser, si vous voulez, le sel des relations entre les sexes. Il faut défendre une forme d'emprise. L'emprise fait aussi partie du jeu amoureux. Lorsque vous relisez certains ouvrages de Stefan Zweig, eh bien, il y a de l'emprise. Les personnages sont sous emprise, ils deviennent fous par amour. Est-ce qu'il faut tout de suite considérer qu'il faut le soigner et l'emmener dans un hôpital psychiatrique? Je ne suis pas sûre. Ça fait partie du grand drame, de la grande tragédie de l'amour. Alors j'ai encore beaucoup de questions, Noémie, mais malheureusement on arrive à court de temps. Une dernière question malgré tout. Vous exposez la manière dont 3 couples phares ont été la cible dites-vous, des inquisitrices sous prétexte de ne pas se plier à leur ordre moral. Vous mettez en avant Emmanuel Seigné et Roman Polanski, Tina Koennaki et Vincent Cassel, et Brigitte et Emmanuel Macron. Alors Emmanuel Seigné, c'est un véritable plaidoyer que vous faites pour elle, Noémie. Oui, parce que c'est une femme qui a beaucoup souffert, qui a été attaquée, qui n'a jamais été condamnée de quoi que ce soit. C'est une femme qui aime son homme, qui le défend depuis 30 ans. Je défends pas Polanski, je défends Emmanuel Seigné, qui est une femme qui a été d'une fidélité absolue, qui a perdu beaucoup dans le cinéma. Elle l'explique. Elle s'est fait beaucoup critiquer. Elle s'est fait beaucoup critiquer. Elle a sorti un livre qui raconte l'histoire de sa famille qui est terrible. Et donc, il faut défendre aussi ces femmes-là qui sont condamnées injustement. Et Emmanuel Seigné, c'est vrai, c'est une femme extrêmement courageuse qui est une femme amoureuse, en fait. Et ça, on a tendance à l'oublier parfois. Alors, en conclusion, Noémie, quelques pistes pour sauver l'amour. D'abord lire mon livre et puis comprendre comment entrent en scène les mécanismes qui le condamnent, cet amour. La terreur jusque sous nos draps de Noémie Aliwa, Sauver l'amour, des nouvelles morales publiées aux éditions Plomb. Merci beaucoup Noémie. Merci Léna. Et à très bientôt sur Radio J.